Bienvenue dans le Retour au réel, le podcast de ceux qui ne veulent pas seulement critiquer, mais aussi créer. C'est le 40e épisode depuis janvier 2024, donc c'est un petit anniversaire. Je reviens après une longue absence à ce micro. Rassurez-vous, j'ai pas chômé pendant cette période parce que j'ai produit beaucoup de contenu, notamment pour la chaîne d'Academia Christiana. Mais il est vrai qu'avec l'accélération du rythme à la fin de l'année, le temps nécessaire pour préparer correctement des épisodes de podcast m'a fait défaut. Alors, je ne vous cache pas que le fait d'en croiser beaucoup d'entre vous qui m'ont encouragé, fait part de plein de compliments de vive voix, ça m'a donné une petite claque de motivation pour me remettre au travail. Et donc, pour tous ceux qui rattrapent en cours de route et qui écoutent ce podcast pour la première fois, sachez qu'on est dans la saison 2 que j'ai consacrée à l'école des chefs, c'est-à-dire comment devenir un vrai chef qui assume ses responsabilités, que ce soit dans la société, par des engagements politiques, mais aussi dans l'entreprise, dans l'église, dans l'armée, dans le scoutisme, dans la famille, dans une association. Voilà, chaque épisode vous donne des conseils très pratiques qui sont comme une sorte de règle de vie pour devenir un meilleur chef. Alors avant de commencer tout de suite, je t'invite à aimer cet épisode, à mettre une super note, un super commentaire sur mon podcast dans l'application à travers laquelle tu l'écoutes, à le partager autour de toi parce que ça va augmenter le référencement et ça va aider d'autres gens à découvrir le podcast. Donc, chers amis, ça y est, c'est parti, c'est le 40e épisode du Retour au réel. On va parler aujourd'hui de respect, c'est-à-dire le 7e chapitre de l'école des chefs du Père Gaston Courtois, qui s'intitule la déférence. Alors, le mot déférence aujourd'hui est peut-être un petit peu perdu, c'est perdu dans l'usage, mais les synonymes de déférence qui nous permettent de faire un peu de circonscrire l'idée générale, c'est à la fois la notion de respect, la considération, l'estime, la vénération, la révérence, la soumission, l'obéissance, l'hommage. Alors on va commencer déjà par un premier point, une première considération que nous donne le Père Gaston Courtois, c'est que le chef n'est jamais totalement indépendant. Je le rappelle, c'est le principe de base que j'évoquais déjà avec vous dans les tout premiers épisodes de l'école des chefs, de la saison 2 du podcast Retour au réel, c'est que tout homme est appelé à être chef, c'est-à-dire à assumer des responsabilités en fonction de ses compétences. Et une femme, eh bien oui, elle aussi, elle doit assumer ses responsabilités, même, par exemple, en tant que mère de famille. Donc, tous ceux qui ne sont pas des chefs, ce sont d'abord des gens qui fuient leurs responsabilités, qui ne les assument pas. Et ce sont souvent des gens qui accusent la vie d'être responsables de tous leurs échecs. Donc, moi, qu'est-ce que je fais dans ce podcast ? Je t'invite à prendre ta vie en main, à ne pas compter que sur toi-même, comme diraient certains auteurs de podcasts de développement personnel. Non. Dans une vision catholique, on sait très bien qu'on ne compte pas que sur soi-même. Mais en fait, il faut prendre conscience que Dieu nous a donné des talents. Et s'il nous les a donnés, c'est pour qu'on les exerce, c'est pour qu'on les fasse fructifier. Et qu'évidemment, tout ça vient de Dieu. Donc Dieu est là aussi pour nous aider. Donc on ne compte pas que sur nous-mêmes. Et puis, comme on est aussi une vision aussi communautaire, justement, c'est un peu cette idée, c'est que une société, eh bien, elle est le fruit d'un collectif et c'est à travers tout ce qu'on reçoit de ses parents, de son épouse, de ses professeurs, de tous ceux qui nous entourent, eh bien, qu'on est capable de faire ce que l'on fait. Et justement, je le répète, toute bonne société, c'est une société qui est conçue comme une pyramide de chefs. C'est-à-dire qu'on est tous, en tant que chef, le supérieur de quelqu'un, à commencer par exemple par être le supérieur de ses enfants quand on a charge de famille, et puis on est le subordonné de quelqu'un d'autre. À moins que vous soyez le pape. Donc, voilà, si le pape Léon XIV est en train de nous écouter, je salue sa sainteté. Si vous êtes empereur, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Mais même encore, en fait, finalement, même si vous êtes pape et empereur, vous avez quand même Dieu au-dessus de vous. Vous avez parfois même d'autres impératifs, on pourrait dire techniques, au-dessus de vous. La plupart du temps, tout chef normal, c'est-à-dire vous qui m'écoutez, vous avez au-dessus de vous des supérieurs que vous devez respecter, ne serait-ce que pour donner l'exemple à ceux qui doivent vous respecter. Moi, par exemple, en tant que directeur d'association, j'ai au-dessus de moi un conseil d'administration dont je dois respecter les décisions, auxquelles je dois obéir, et puis j'ai des autorités, qu'elles soient religieuses, civiles, etc. Alors là, je vous entends tout de suite vous énerver dans vos écouteurs ou en train de m'écouter, c'est que vous me dites oui, mais attention, parce que là, aujourd'hui, les autorités qui sont au-dessus de nous, elles ont souvent démissionné, elles font pas leur travail, est-ce que je dois les respecter ? Alors tout ça, ça nous emmènerait à faire un podcast encore d'1 heure sur l'obéissance. Et là, j'ai pas vraiment pris comme décision de faire un podcast sur l'obéissance maintenant. Mais je vais quand même donner quelques images qui permettent peut-être de réfléchir à tout ça. Imagine un enfant dont le père est alcoolique. Le père bat son fils, le père trompe la mère de l'enfant, le père devient une épave petit à petit, il dépense tout son argent au jeu. Est-ce que l'enfant doit obéir à son père ?
Moi, je pense que pour son bien, il faut qu'il se soustrait lui-même à l'emprise néfaste de son père. Mais est-ce qu'il doit cracher sur son père? Est-ce qu'il doit finalement le mépriser? Est-ce qu'il doit... moi, je pense pas. Je pense qu'il a toujours une certaine forme de devoir d'obéissance à son père. Je vous rappelle, il y a un épisode dans la Bible que je trouve assez intéressant, hein, c'est quand Noé s'est mis une énorme cuite et il est ivre, et il se balade en chantant à poil. Et donc il y a 2 de ses fils qui se moquent de lui, et il y a le 3e fils qui justement va couvrir son père pour pas qu'il il se déshonore complètement par cette attitude et qui va le coucher. Moi je pense c'est encore une fois ça c'est du respect. Je pense qu'on doit du respect en fait naturellement aux autorités naturelles qui sont au-dessus de nous. Mais évidemment, on va rentrer très vite dans des cas beaucoup plus complexes dès qu'on est sur des cas pratiques parce que je sais pas, imaginez un père qui tue ses enfants, qui tue sa femme, enfin voilà, c'est très différent. Je pense qu'il y a une part de dignité qu'on peut perdre aussi par ces actes. Mais voilà, on pourrait dire que sauf cas très grave, qui est vraiment objectif et manifeste, comme celui que je viens d'évoquer à l'instant, on doit un respect aux autorités qui sont au-dessus de nous. Et pour l'obéissance, parce que du coup on peut distinguer respect et obéissance, eh bien, c'est dans la mesure où ce qui est exigé n'est pas contraire à la loi naturelle, c'est-à-dire au bien. Parce qu'en fait, le principe même de l'autorité, c'est de servir le bien, de servir la loi naturelle. Donc en fait, à partir du moment où l'autorité ne nous conduit plus, ou plus, on va dire plutôt surtout nous conduit à faire le contraire du bien et de la loi naturelle, en fait, c'est plus une autorité. Donc en fait, la question de l'obéissance ne se pose plus parce qu'elle a perdu sa légitimité. Mais voilà, si je continue à donner plus de détails, on va partir sur un long podcast sur l'autorité, sur l'obéissance. Donc je vous propose qu'on revienne au respect. Il y a, aujourd'hui, c'est le 2e point que nous fait aborder le père Gaston Courtois, une crise du respect dans la société. On est dans une société en crise parce que les élites ont démissionné, que ce soit à la fois nos chefs d'État, mais aussi même, souvent, malheureusement, les chefs religieux. Alors déjà, il y a 2 dimensions pour essayer de distinguer un peu et y voir plus clair. Il y a la dimension, comme je disais, en fait, de l'obéissance, c'est-à-dire en fait la direction que suivent les chefs. En gros, est-ce que les chefs nous emmènent vers le bien commun? Est-ce qu'ils nous emmènent justement vers servir Dieu et le bien, même le bien naturel, ou est-ce qu'au contraire, ils vont à son encontre? Donc ça, c'est la direction à suivre ou pas. Est-ce qu'on suit la direction parce qu'elle est bonne, ou est-ce que justement on refuse de la suivre parce que de toute façon, un chef, c'est fait pour nous donner une bonne direction? Donc ça, c'est l'obéissance. Et puis ensuite, il y a davantage de la dimension du respect, c'est la manière dont le chef se comporte en tant que chef. Et on peut avoir tout à fait un chef qui nous conduit vers le bien, mais qui ne se comporte pas correctement individuellement. Ça a été le cas, par exemple, à de nombreuses époques de certains papes qui avaient une attitude morale individuelle qui était décevante. C'était même le cas de certains rois de France, etc. Et puis on a la réciproque, c'est-à-dire en gros le chef qui se conduit de manière relativement altière et noble, ou à minimum de manière correcte, mais qui ne sert pas le bien commun. Et ça, c'est peut-être davantage des situations qu'on est amené à rencontrer à notre époque contemporaine. Alors le père Gaston Courtois nous dit, voilà, dans les facteurs qui permettent d'expliquer cette crise de l'autorité, il y a le virus égalitaire. C'est-à-dire qu'en fait, évidemment, depuis mai 68, on nous bassine avec l'idée que toute autorité, elle est mauvaise, elle est oppressante, qu'il faut s'en débarrasser, qu'elle est toxique. On peut penser à la figure du père. Mais en fait, si on remonte encore plus en avant, n'oublions pas en fait, qu'on a une révolution en France où on a décapité notre roi. Le roi, c'est le symbole parfait de l'autorité à la fois divine, politique, paternelle. On a eu aussi, tout au long des années 70-80, cette culture communiste, cette culture gauchiste qui a toujours conspué le patron, qui a conspué aussi les autorités militaires en essayant de fuir l'armée. Alors, il peut y avoir une caricature un petit peu, justement, et c'est souvent d'ailleurs la caricature qu'on est faite, un peu droitarde, vieux jeu du patron, du bourgeois, en fait, de l'autorité. Mais voilà, tout patron n'est pas forcément un bourgeois, tout officier n'est pas un bourgeois, etc. Et du coup, voilà, donc on est dans une culture où la revendication égalitaire, elle est la norme. Et on pourrait dire que c'est empiré aujourd'hui avec le wokisme parce que la laideur, la bassesse, le vice ont les mêmes droits, voire même des droits supérieurs à la beauté, à la noblesse, à la vertu. Voilà, c'est une culture dans laquelle, en gros, une tare devient une gloire. Cette crise du respect, elle touche toutes les institutions dans lesquelles nous évoluons. Chacun d'entre nous, vous qui m'écoutez, voilà, je pense que vous avez tous un métier, vous allez en avoir un, et donc vous êtes dans une institution qui, elle aussi, est touchée par cette crise du respect. Alors je pense à l'école, moi c'est une institution que je connais bien, puisque j'y ai travaillé pendant 10 ans, et j'ai vu, même parfois dans leur contrat, des professeurs qui sont incapables de se faire respecter. J'ai vu des directeurs d'école qui se sont fait désavouer par leur hiérarchie. Des directeurs qui faisaient des choses bien, mais la hiérarchie, comme il y a des parents d'élèves qui ont déclenché des cabales contre eux parce qu'ils étaient trop autoritaires ou je sais pas quoi,
la hiérarchie a été lâche et les a abandonnés finalement à être conspués. Il y a évidemment plein de cas d'écoles où justement les professeurs se font frapper, voire même parfois des professeurs qui se sont fait tuer. Donc voilà, il y a une vraie crise au sein de l'école. Dans l'Église, n'en parlons pas. Depuis les années 70, c'est l'Église elle-même, enfin en tout cas, pas l'Église elle-même au sens l'Église mystique, mais l'Église en tant que les autorités ecclésiastiques, elles se sont rompues, pas toutes, mais une bonne partie d'entre elles, à détruire leur propre autorité par un relativisme généralisé. Et finalement, les seuls contre qui certains évêques ou certains membres de l'autorité ecclésiastique font encore preuve d'autorité dans l'Église, ce sont contre les catholiques qu'on dit traditionnalistes. Mais sinon, en dehors de l'Église, tout est tolérable, tout est bon, l'homosexualité, l'islam, l'immigration, etc. Il y a eu vraiment une volonté de dire en gros, non, nous, cette Église verticale, on y renonce. Je dis pas que c'est écrit noir sur blanc dans le concile et que tout le monde a fait ça, mais néanmoins, c'est une tendance générale qui s'est ressentie depuis les années 70 dans l'Église. Et le pape François lui-même, encore une fois, paix à son âme, il ne s'agit pas de cracher sur les morts, mais il a renoncé à des marques extérieures de respect qui étaient dues à sa fonction. Il a voulu se montrer comme un pauvre. Mais tout ça, ça ne l'a pas empêché, par ailleurs, d'être extrêmement dur et autoritaire avec certains membres de l'Église, parfois à juste titre. Parfois, on peut se poser la question de la légitimité de certaines décisions. Donc, il y a cette crise de l'autorité dans l'Église. Et évidemment, quand on est catholique et qu'on nous qualifie de traditionnaliste, on peut être perdu, parce qu'à force de se soustraire à une autorité qui est décadente, on peut finir par ne plus reconnaître aucune autorité du tout, et du coup à agir de manière un petit peu capricieuse, à s'auto-attribuer finalement la vérité absolue, à juger tout le monde, etc., etc. Donc ça, c'est une tendance aussi dangereuse. Quand les autorités ont démissionné, finalement, ceux qui essayent de bon gré mal gré de faire quelque chose, ils peuvent eux aussi être tentés finalement de prendre une autorité qui n'est pas la leur. Et c'est pour moi, je pense, une des crises qu'on a aujourd'hui dans l'Église. Dans l'entreprise, je pense que vous avez tous déjà pu voir ça, c'est une culture complètement horizontale où chacun est appelé à être son propre manager, où personne n'est supérieur à un autre, où on va se tutoyer au bureau, on va faire régner le cool, une certaine forme de fausse convivialité, mais tout ça en fait est un mensonge, c'est une façade pour nous faire accepter en quelque sorte de ne pas, en fait, c'est en fait une autorité qui s'assume pas, et donc en fait qui est beaucoup plus pernicieuse. Nos hommes politiques, eux aussi, ont tué le prestige de la fonction, petit à petit en laissant entrer l'univers du cool et du profane dans la vie publique. Petite anecdote, le général de Gaulle, qui n'est pas forcément un personnage pour qui j'ai beaucoup d'admiration, mais déjà au début dans la fin des années 50, il considérait que c'était inconcevable qu'un micro de radio entre dans le palais de l'Élysée. Parce qu'en fait, un micro de radio, c'était considéré comme un outil mécanique profane, et le palais de l'Élysée, c'était la sacralité du politique. Alors quand vous avez aujourd'hui Emmanuel Macron qui pose avec des danseurs africains à moitié à poil, ou qui fait des réponses où il est en t-shirt à des influenceurs sur TikTok, évidemment, on est tombé à un niveau abyssal. Alors, l'armée dans tout ça, évidemment, c'est une institution qui est préservée parce qu'elle fait justement du respect et de l'obéissance quelque chose qui est non négociable. Donc, si vous enfreignez en manquant les marques de respect en quelque sorte cérémonial à votre supérieur, en fait, d'emblée, vous allez être éjecté, vous allez au trou, vous allez être puni, etc. Mais du coup, il y a une autre tendance aussi parfois dans l'armée, c'est l'abus d'autorité. C'est-à-dire qu'en gros, il y a parfois des petits chefs qui vont se créer, des petits capots qui vont utiliser finalement de leur petit grade pour en abuser. Et ça, moi, je vous raconte une histoire qu'on m'avait racontée une fois. C'était un officier, cato, tradi, tout fraîchement sorti de Saint-Cyr. Il croise sur le parvis de l'église en sortant de la messe tradi certains de ses soldats qui étaient à la même messe que lui, mais qui sont des hommes de rang, qui sont pas officiers. Et bien en fait, il les regarde même pas, il les salue même pas. Pour moi, en fait, ça c'est une dérive qui est complètement inverse. C'est-à-dire qu'en gros, on veut essayer de jouer l'autorité en mettant de la distance là où elle n'a pas lieu d'être. Pour moi, un chef, il doit être aussi naturel. Et certes, en fait, entre je me laisse taper dans le dos par un subordonné et je traite le subordonné comme un moins que rien que je regarde même pas, il y a pour moi, je pense à un certain nombre d'intermédiaires raisonnables. Alors, voilà, l'armée est préservée de cette crise de l'autorité, même si du coup elle peut être tentée par d'autres dérives, mais de manière générale, il y a dans notre société un risque de traiter ses supérieurs en simples camarades, et aujourd'hui donc c'est souvent quelque chose qui est considéré comme une évidence, mais qui ne l'est pas à la base, parce qu'on est rentré dans une atmosphère générale de laisser aller. Et pourquoi c'est important en fait dans le fond? Parce que le chef, il est parfois appelé
à exiger des sacrifices qui sont durs de la part de ses subordonnés. Et pour ça, eh bien, il faut qu'ils soient respectés. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je prends l'exemple, encore une fois, pour revenir à des unités de vie très simples, la famille. Si en permanence, je suis en train de jouer aux copains avec mes enfants, le jour où j'exige d'eux un ordre, ils vont me rironner. Ils vont pas me prendre au sérieux. Parce qu'ils sont habitués, finalement, à être avec un copain et pas être avec un père. Voilà. Donc c'est important, typiquement, c'est ce qui peut expliquer pourquoi dans certaines familles on choisit le vouvoiement. Moi, c'est pas du tout ma culture, j'ai jamais été habitué, donc j'ai toujours tutoyé mes parents et mes enfants me tutoient. Mais je dis pas que c'est une bonne chose. Et je dis pas qu'on doit le forcer, encore une fois. Mais je pense que certaines marques de distance, le vouvoiement notamment, et d'autres, peuvent être bonnes pour justement, non pas célébrer un mythe qui n'existerait pas, qui ne serait pas incarné ou quoi que ce soit, mais elles sont bonnes parce que justement, lorsque l'autorité doit s'exercer, eh bien, toutes ces choses-là facilitent, le respect, en fait, facilite tout simplement l'autorité. Quand un professeur est respecté, moi, encore une fois, c'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit, mais c'était un peu mon cas quand j'étais élève. Certains, sans doute, de mes anciens élèves qui nous écoutent pourront confirmer ce que je dis. J'essayais d'avoir une forme de simplicité à l'égard de mes élèves, c'est-à-dire en fait d'être disponible vis-à-vis d'eux, de pouvoir répondre à leurs questions, mais ne pas non plus être leur pote. Et quand j'entrais dans une salle de classe, souvent, en fait, je ne disais rien. Je me contentais de regarder la classe en silence, et automatiquement, les élèves comprenaient qu'ils devaient se taire. Et j'avais pas besoin d'hausser la voix pour demander le silence. J'avais pas besoin, finalement, de rentrer dans les aigus, comme font certaines instituts, etc. Alors, la cause de cette crise de l'autorité, nous dit le père Gaston Courtois, c'est un affaiblissement du sens du sacré. C'est-à-dire que, comme je le disais tout à l'heure, en gros, on a la Révolution française qui va détruire cette figure fondatrice et structurante dans la société qui est celle du monarque. Et puis, petit à petit, ça va se répercuter partout. Ça va se répercuter dans l'Église, où finalement cette autorité, cette sacralité va être atténuée. Et puis ça va se répercuter dans la famille, avec mai 68, la crise du père, etc. Et donc après, dans tous les échelons, dans toutes les institutions. Donc, en fait, tout est à reconstruire, tout est à refaire aujourd'hui, parce qu'on a totalement perdu cette notion de sacré. Alors, qu'est-ce que c'est que le sacré ? Je ne veux pas... pareil, on pourrait faire un podcast entier sur le sacré, c'est une notion hyper intéressante. Mais le sacré, en fait, c'est justement ce qui, par essence, est éloigné et distant de nous, parce que ça appartient à un monde à part, à un monde consacré, donc réservé à un certain usage. Et donc, du coup, face au sacré, eh bien, on a une attitude de déférence, de respect plus important. Et donc, on distingue toujours deux univers, celui du profane, celui du sacré. Donc, en fait, un objet sacré, eh bien, il entre dans un lieu sacré et on va avoir des gestes, des marques particulières qui témoignent de notre déférence à l'égard de cet objet et donc de la même manière à l'égard d'une personne. Mais le sacré, en fait, il faut comprendre que c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'en fait, en gros, je sais rien, moi, si je prends la liturgie traditionnelle, celui qui sert la messe, celui qui sert le prêtre, il va embrasser chacun des objets qu'il va donner au prêtre, et il va embrasser la main du prêtre. Mais en fait, c'est pas l'objet qu'il embrasse ni la main du prêtre, c'est ce qu'elle représente, ce qu'elle incarne, c'est sa fonction finalement. Tout ça dans une vision extrêmement verticale, hein, qui dépasse en fait à chaque fois. Voilà, quand on témoigne du respect et une forme de sacré à l'égard d'un être vivant ou même d'un objet, c'est pas l'être vivant ou l'objet lui-même qu'on vénère, mais ce par quoi il est traversé. Et donc, l'absence de sacré crée une forme de décadence. Hein, et je pense qu'aujourd'hui, une des crises de notre société, c'est la crise du sacré, qui se manifeste par des sacrés de substitution, hein, que vont devenir finalement l'argent, la consommation, ou même la santé, comme on l'a vu avec le Covid, où ça devient une nouvelle religion, etc. Et du coup, une vie sociale, mais aussi une vie personnelle, ne peut fonctionner que s'il y a une mystique transcendante qui la dépasse. C'est-à-dire qu'en gros, je ne peux pas en fait éternellement endurer des coups, des frustrations, des blessures, s'il n'y a pas autre chose au-dessus. À un moment donné, je viens par me rebeller, par abandonner, par me suicider, par trouver que tout c'est assez absurde. Hein. Si je continue d'obéir, d'avancer, de croire, de respecter,
je me lève tous les matins, tout simplement, c'est parce qu'il y a quelque chose après, il y a quelque chose au-dessus. D'ailleurs, on pourrait dire même la vertu d'espérance. C'est que je crois dans des choses que je ne vois pas. Il y a cette mystique qui transcende finalement mon action. Et là-dessus, le Père Gaston Courtois, il me dit, il faut pas hésiter à remonter jusqu'à Dieu. Alors là, je vais faire un petit excursus, mais qu'est-ce que c'est qu'un chef ? J'avais dit au début, un chef, c'est d'abord des compétences. C'est vrai, un chef, c'est d'abord des compétences, mais ça, c'est quand on prend la question finalement de manière par quoi on commence. Mais si on réfléchit à par quoi on termine, qu'est-ce que c'est qu'un chef fondamentalement ? C'est quelqu'un qui ordonne. C'est quelqu'un qui conduit. C'est quelqu'un qui va mettre de l'ordre dans les actions pour les diriger dans la bonne direction. Et ultimement, finalement, l'autorité suprême, en fait, elle nous vient de Dieu. En fait, Dieu, parce que c'est celui qui a créé toutes les choses. C'est lui qui a créé le ciel, la terre, l'univers tout entier, tout ce qui vit, tout ce qui est visible et invisible. Et donc, du coup, notre autorité, Dieu étant le souverain bien, l'amour absolu, la perfection, eh bien, notre autorité, elle n'est qu'une délégation, en fait, de cette autorité divine. Et du coup, en fait, ça ne veut pas dire que le chef est Dieu, ça veut dire simplement que le chef emprunte quelque chose du divin. Il est censé conduire les hommes, en fait, dans cette immense pyramide, en quelque sorte. Eh bien, lui va exercer ce rôle de conducteur, quelle que soit l'échelle à laquelle on est, quoi. Même une simple maman, un simple papa, dans l'éducation de ses enfants. En fait, qu'est-ce qui légitime le fait qu'il ait une autorité sur ses enfants ? C'est qu'en fait, il doit les conduire vers le bien. Et qu'il y a quelque chose de plus haut que lui. Et que ce quelque chose de plus haut que lui, c'est ce qui va rejaillir sur lui. Et je pense que, en fait, ça, c'est la clé qu'il faut qu'on arrive à retrouver dans notre société, dans l'exercice de notre autorité. C'est qu'en fait, on doit s'oublier. En fait, on doit disparaître en tant que personne et individu devant la fonction qui est au-dessus de nous. C'est-à-dire qu'en gros, je ne dois plus être Victor Robert, je dois être celui qui sert un bien supérieur et qui conduit du coup ceux qui sont sous mes ordres vers ce bien-là. Et c'est pas moi que je sers, c'est pas moi qu'on vénère, c'est ce qui est au-dessus de moi, ce qui rejaillit au-dessus de moi. Et moi, j'ai remarqué souvent quand même que des gens qui adoptent cette attitude se font respecter. C'est-à-dire qu'en gros, c'est vraiment une vraie question, le respect. Qu'est-ce qui fait qu'on respecte un prof ? Moi, je pense que certains vous diront, c'est le climat social et culturel de l'école. En gros, vous arrivez... Alors, c'est vrai, moi, j'ai été surveillant, par exemple, à Stanislas, à Paris. C'est un lycée un peu d'excellence à Paris. Quand j'étais surveillant, je rentrais dans la salle d'études, personne ne parlait. Enfin, c'était silencieux. Donc, évidemment. Mais ça m'est arrivé d'avoir affaire à des groupes plus turbulents, culturellement un peu plus remuants. Je me faisais pas non plus dépasser. Je me faisais pas dépasser, je pense, parce que j'essayais naturellement, en fait, de pas jouer au petit chef, de pas jouer aux copains, de trouver finalement la juste distance, et puis surtout, en fait, de fixer à ceux qui m'étaient confiés un but qui était légitime. C'est-à-dire qu'en gros, en tant que prof, finalement, de prendre chacun de mes élèves et de leur montrer, en fait, le bon sens de ce qu'on va faire. Que tout ça, c'est qu'on fait pas... juste qu'on n'apprend pas à faire de l'analyse logique parce que y a marqué dans le manuel qu'on doit faire de l'analyse logique, mais en fait c'est absurde et con. Non, en fait l'analyse logique, c'est parce que c'est une gymnastique, c'est de la même manière que si on fait des pompes avant un entraînement pour muscler son corps, de la même manière on essaye de muscler sa raison, son langage, en travaillant justement sur une analyse du langage. Tout ça n'est pas vain. Donc j'essayais souvent un peu de mettre de la finalité, de montrer où est-ce qu'on allait. Je vous conduis, mais je vous montre le but où on va. Si c'est juste pour marcher, souvent on se décourage. Mais si on voit le sommet de la montagne, tout d'un coup, on a un peu plus d'entrain dans la marche, on est un peu plus convaincu de ce qu'on est en train de faire. Donc, le chef, nous dit le Père Gaston Courtois, a droit à des manifestations de son autorité, à des manifestations de respect qui correspondent à son autorité. Ça, c'est vraiment très important, parce que, en gros, ces manifestations, elles doivent manifester justement une manifestation non pas de respect, comme je disais, à la personne, mais une manifestation de respect à ceux qui transcendent cette personne. Et il faut évidemment que cette manifestation de respect, elle soit loyale, parce que si c'est juste quelque chose qui est du semblant pour faire bien, etc., évidemment, ça n'a aucun sens. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, on peut avoir un chef qu'on n'aime pas trop,
un supérieur qu'on n'aime pas trop, mais en fait, parfois, il faut savoir le respecter parce que ce qu'on respecte, c'est pas lui, mais c'est la cause commune qu'on est en train de servir. Et moi, je veux dire, ça m'est déjà arrivé de me retrouver face à des gens. Je vous racontais encore une anecdote de ma vie. J'étais dans une école et il m'est arrivé d'avoir des gens qui m'ont manqué profondément de respect, qui ont détruit mon autorité, qui ont dit du mal de moi face à mes élèves. Alors, soit je pouvais me venger, en fait, ces gens étaient des adultes, hein, évidemment, et dire du mal d'eux devant mes élèves, à les détruire, etc., à liguer les élèves contre eux. Ou, en fait, ce que j'ai fait, de fermer ma gueule et de me dire, en fait, il y a un bien supérieur, c'est le bien de l'école. Et donc, en fait, je ne vais pas en parler. Je ne vais pas faire d'état d'âme. Je ne vais pas, même si, en gros, même les élèves vont essayer de rentrer dans ce jeu, etc., et de s'amuser à faire en sorte qu'il y ait une dissension entre les adultes, parce que c'est assez naturel et enfantin de vouloir faire ça. Bah, je ne rentre pas dans le jeu des élèves. J'essaie de viser la cause commune que je sers. Donc, en fait, le mec en face, bah, c'est un idiot, un imbécile, et il s'est mal comporté à mon égard, mais je vais pas en rester là. Je vais aller au-delà pour servir le bien commun. Et ça, je pense que c'est très important quand on a des responsabilités, d'être capable de faire ça dans votre entreprise. Si vous avez un collaborateur qui cherche à vous nuire, eh bien, ne vous focalisez pas sur lui, mais focalisez-vous sur le bien de l'entreprise. Ah. Et peut-être qu'un jour, évidemment, le bien de l'entreprise fera qu'on s'en débarrassera, parce que ce gars-là, s'il commence à devenir nuisible, il va pas pouvoir non plus rester éternellement. Donc sans respect de cette hiérarchie, en fait, le problème, c'est qu'on aboutit au désordre et à l'anarchie. Et ça, c'est très gaulois, parce qu'en fait, on a cette culture gauloise qui marque quand même, qui est un vieux fond génétique aussi, même dans notre peuple. Alors, je sais pas, je suis pas un spécialiste de l'histoire gauloise, mais je pense que nos ancêtres gaulois avaient cette tendance, évidemment, à très vite rentrer dans des querelles de chapelle, à faire des scissions dans les tribus, etc. Et c'est très français, et pas qu'à droite. Et il y a la même chose à gauche. Enfin, regardez le nombre de groupuscules qui existent à gauche. Alors, ouais, regardez dans l'église, voilà, dès qu'il y a ou en politique, quoi, dès qu'on est plus de 3, ben, on fait une scission, etc. Il y a ce côté, voilà, qui répugne beaucoup à mettre son orgueil de côté. Et en fait, du coup, bah, si on n'est pas capable de mettre son orgueil de côté, c'est tout de suite, finalement, le désordre et l'anarchie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est tant le bazar et la crise dans notre société, et que même, on pourrait dire, finalement, face à ceux qui sont responsables, ces élites qui ont démissionné, pourquoi finalement il n'y a rien en face? Mais parce qu'en face, on est incapable de se finir, parce qu'on est hyper orgueilleux, parce qu'on est incapable finalement, à un moment donné, d'accepter de servir un chef imparfait. Donc du coup, tout de suite, bah, on se rebelle, on veut faire notre scission, notre petit truc de notre côté, on veut tout être son propre chef, mais pas avoir à obéir à un chef supérieur. Alors, évidemment, il peut y avoir un désaccord avec le chef. Et ça, c'est important, le père Gaston Courtois le dit, ben en fait, si le chef vous demande quelque chose et que ça vous paraît débile, alors il y a deux solutions. Soit vous pouvez manquer d'une information, c'est-à-dire qu'en gros, lui, il sait des trucs que vous savez pas, donc en fait, du coup, ça vous paraît débile, mais en fait, si vous saviez, bah, en fait, ce serait logique. Hein, j'en sais rien, moi, le chef vous demande d'aller apporter un courrier, bah, vous savez pas ce qu'il y a dans le courrier, vous pensiez qu'il y avait des choses plus importantes à faire, mais voilà, en fait, comme vous ignorez ce qu'il y a dans l'enveloppe, c'est peut-être beaucoup plus important, en fait, que ce que vous aviez à faire là sur le temps présent. Enfin, c'est un exemple vraiment à la con ce que j'ai donné, je suis désolé, hein, mais c'est ce qui me vient tout de suite à l'esprit. Mais en fait, vous pouvez aussi avoir parfois des critiques légitimes à faire, et il faut les faire. Et le père Gaston Courtois il me dit, en fait, il faut présenter à votre supérieur des observations motivées. Et elles auront d'autant plus de poids si elles sont exprimées avec respect, et si vous montrez que vous avez une vraie volonté de servir. Qu'en gros, en fait, vous comprenez pas, parce que justement, dans le but de la mission, tel que vous l'avez compris, ceci vous semble être une mauvaise décision. Et donc, vous en faites part avec respect, et si le chef vous dit, mais non, en fait, toi qui n'as rien compris, etc., bon, bah, dans ce cas-là, vous obéissez. Dernier point nous donne le père Gaston Courtois, c'est de proscrire de manière absolue la critique du chef. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. En tant que parent, typiquement, critiquer son conjoint devant ses enfants, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire ça. Et ça peut être tenté quand on est en colère, hein, mais vraiment, il ne faut pas le faire parce qu'on détruit l'autorité de la famille, même sa propre autorité. Parce que, en fait, ce que nous dit le père Gaston Courtois, c'est que vous êtes en train de vous nuire à vous-même. En fait, vous vous privez de la force que va représenter pour l'accomplissement de votre tâche le respect de l'autorité, et vous allez vous priver en plus du droit à être respecté par vos subordonnés. Donc ça peut être valable pour vos enfants, ça peut être valable pour l'équipe que vous managez, ça peut être valable pour vos hommes dans l'armée, ça peut être valable dans l'église avec vos fidèles si vous êtes prêtre. En fait, typiquement, moi je pense qu'un prêtre qui critiquerait en permanence l'évêque,
va lui-même s'exposer en tant que prêtre à être en permanence critiqué, parce qu'il respecte rien, il respecte pas finalement la sacralité de la fonction. Alors je dis pas encore une fois qu'il faut pas parfois dire, c'est vrai que c'est difficile aujourd'hui, quoi. C'est vrai que c'est difficile quand on a parfois des évêques qui exigent des choses qui nous semblent vraiment totalement lunaires. Mais il faut distinguer, je dirais en fait, voilà, encore une fois, le respect et l'obéissance. Hein. Voilà, je commence encore à dériver sur cette question de l'obéissance. Je vous promets, on essaiera de faire un podcast dessus. Mais voilà, en tout cas, le respect est quelque chose d'extrêmement important et il faut absolument s'obliger à ne pas critiquer. Alors, ce que me disait un moine, c'est parfois quand vous avez critiqué, c'est trop tard. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez rattraper en disant du bien. Hein. Ensuite, le respect, c'est un sentiment si puissant qu'il oblige parfois ceux qui en profitent sans le mériter à essayer d'en être plus dignes. Alors ça, je l'ai vécu. Moi, parfois, on me fait des compliments, machin, etc. Je trouve ça lunaire, j'y crois pas, ces compliments. Mais du coup, ça m'oblige à être à la hauteur des compliments qu'on a fait. Je veux dire, en fait, si les gens croient à ce point-là que, je sais pas, je suis bon dans ce que je fais ou quoi que ce soit, bah, je dois l'être. J'ai pas le droit à l'erreur. Je vais décevoir. Donc, voilà, parfois, il faut aussi honorer quelqu'un parce que l'honneur qu'on lui donne, ça l'oblige. On le ramène, dit Père Gaston Courtois, à ce qui devrait être en faisant nous semblant, en feignant d'ignorer ce qu'ils ne sont plus. Et il conclut en disant, on sauve au moins la noblesse d'une fonction de la bassesse d'un homme. Et ça, c'est très vrai. En fait, c'est qu'il y a une fonction noble, les hommes sont toujours bas. Hein, il y a parfois des hommes plus hauts que d'autres, évidemment plus valeureux, mais souvent, il y a une tendance humaine à décevoir, à pas être à la hauteur de ce ce qu'on devrait faire. Mais voilà, au moins, eh bien, on essaie de sauver la fonction de la bassesse de l'homme. Alors, passons tout de suite à des réflexions personnelles qu'il faut... Voilà, c'est un peu autant de questions qu'on doit se poser à soi-même par rapport à cette question du respect de l'autorité. Donc, pour conclure ce podcast, vous comprenez bien, en gros, le conseil général que nous donne Gaston Courtois, c'est si tu veux être respecté, commence d'abord par respecter toi-même les autorités qui sont au-dessus de toi. Et comprends bien qu'en fait, ce que tu respectes, ce n'est pas des individus. Ce que tu respectes, c'est ce qui transcende, ce qui dépasse l'autorité, c'est-à-dire c'est la mission, c'est l'ordre pour accomplir cette mission. Parce que, encore une fois, il est impossible d'accomplir les missions dans le désordre. Hein. Le désordre qui règne en France aujourd'hui, il est dû à une absence d'ordre, c'est évident, et donc du coup de hiérarchie, de respect des fonctions. Hein. C'est parce qu'on est justement dans une forme d'anarchie, de chaos, qu'on en est dans cette situation-là. Donc, première question, première réflexion que donne le Père Gaston Courtois, dans vos chefs, voyez-vous d'abord la fonction ou la personne ? Donc, c'est exactement ce que je viens de dire à l'instant. Hein. Est-ce que vous vous arrêtez à la personne ou est-ce que vous êtes capable de voir au-delà de la personne, de voir sa fonction ? Et donc, du coup, parfois d'avaler un petit peu votre orgueil pour obéir. D'une manière générale, réagissez-vous contre la tendance à critiquer vos supérieurs ? Ou est-ce que, finalement, dès que... C'est très français, hein, c'est une maladie aussi, voilà, la critique, hein, la médisance. Hein, on adore critiquer les supérieurs. Voilà, quand je vais à la boulangerie, j'entends des gens qui disent du mal du maire, qui disent du mal, évidemment, du président. Donc voilà, donc est-ce que parfois vous essayez de refuser ça ? Est-ce que quand vous étiez enfant, vous cédiez à la tentation de donner des sobriquets à vos professeurs ? Et est-ce que vous continuez toujours finalement à donner des surnoms un peu ridicules aux gens qui sont au-dessus de vous ? Considérez-vous le chef comme quelqu'un à qui il faut bien rendre compte pour ne pas avoir d'histoire avec lui ? Donc en gros, est-ce que vous considérez le chef comme un gendarme ? Ou est-ce que vous considérez plutôt le chef comme un guide près de qui on sait trouver la lumière, le conseil, des orientations, des directives ? Est-ce que vous vous rendez compte combien une simple pensée de défiance vis-à-vis du chef, ça diminue en vous la joie de servir, et combien une critique formulée devant d'autres, ça détruit dans un groupe la confiance et l'enthousiasme ? Donnez-vous volontiers à vos chefs les marques extérieures de respect auxquelles ils ont le droit. Les leur donnez-vous parce que vous ne pouvez pas faire autrement ou pour exprimer un sentiment sincère de respect de leur autorité ou de leur fonction. Voilà, donc je vous invite, partout où vous êtes, dans votre entreprise, dans l'armée, dans l'école, dans la famille, dans une association, dans toutes les institutions dans lesquelles vous vous trouvez, à essayer de restaurer des marques de respect. Alors évidemment, c'est très dur parce que ça peut avoir un côté ridicule
aujourd'hui. On pourrait avoir l'impression qu'on singe des époques qui ont disparu, mais on peut retrouver, je pense, un certain nombre de distances, de marques de respect, et soi-même, en fait, en tant que chef, de pas céder finalement à la grossièreté ou au règne du cool. En fait, c'est en certaines circonstances de s'obliger à une certaine forme de comportement altier, de pas rire à des blagues grotesques, etc., une certaine tenue, en fait, qui va aussi avec cette notion de respect. Comme je vous disais, pour moi, le respect, c'est 50-50, c'est 50% vous qui vous comportez de manière respectable, et 50% les autres qui décident de se rebeller ou qui décident d'accepter une autorité. Alors, petit exercice de la semaine, je vous invite donc à vous interdire de toute critique, même justifiée, de vos supérieurs. Et donc d'essayer de donner à vos supérieurs pendant cette semaine des marques de respect auxquelles ils ont le droit, et de vous poser la question finalement, de dire en quoi, ça c'est la réflexion, la méditation de la semaine, la critique du chef peut être comparée à un acide qui dissout. Alors, je vous invite à réfléchir à ça cette semaine, en quoi les critiques, ça dissout tout, ça détruit tout. Et je finis par une pensée, c'est la dernière pensée du livre. Le chef doit allier, donc mettre ensemble, au plus haut degré l'esprit d'obéissance à l'esprit d'initiative, le respect de l'autorité au sens du commandement. Voilà, chers amis, je suis très heureux d'avoir pu reprendre ces podcasts. Je vais essayer vraiment d'être plus régulier pour les prochains. N'hésitez pas à me faire des retours, surtout partagez-le, donnez-lui un écho important, parce que évidemment ça motive davantage de travailler si on voit que son travail, il y a une audience, il y a des partages, il y a des bons commentaires, etc. Je vous remercie d'avance et je vous dis à la semaine prochaine dans le Retour au réel.